early in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinquiliba pour le 5e numéro de la semaine. En ce vendredi 2 février, nous aurons l'occasion de discuter des matchs du jour. Ce sera la première journée des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous aurons en plateau avec nous pour l'occasion Ibou pour sa chronique Cannes décalée, mais également Alioune Badara Kane et nos deux invités comme d'habitude. Nous allons démarrer avec la météo avec nos partenaires de la nation. Bonjour amis téléspectateurs qui nous suivez sur l'émission Quinquiliba, ravi de vous retrouver, espérant que vous avez passé une excellente nuit. Les temps forts de l'actualité météorologique de ce vendredi restent marqués par un temps couvert avec suspension de poussière sur l'ensemble du pays. Ceci va avec une baisse généralisée des températures. Regardons la photo satellite du jour. Un temps couvert, des vagues de nuages qui sont là, qui défilent sur l'océan et à l'intérieur du pays. Ce qui fait que côté prévision, donc pour cette journée du vendredi, on aura 31 degrés, c'est la température la plus clémente à Dakar, mais des températures assez uniformes sur l'ensemble du pays, avec un maxi de 39 degrés sur l'axe Fatick-Anla jusqu'à Kaolack. 38 degrés, c'est les températures les plus partagées au nord, au sud et à l'intérieur du pays. Sur le sud d'ailleurs, où il est attendu 38 degrés sur l'ensemble des régions sud. Sur l'axe est, l'axe Tambacounda-Kédougou aussi 38 degrés. Tandis qu'au nord-est, Matam gardera une valeur de 37 degrés, Bakel 35 degrés, sur l'extrême nord, Podor 38 degrés avec un temps couvert. Donc, chers amis téléspectateurs, avec cet épisode de poussière, soyez vigilants, parce que pour ces prochaines 24 heures, il y aura la poussière dans la partie ouest, mais au nord aussi, cette poussière va persister jusqu'en début de week-end. N'oubliez pas d'aller sur nos plateformes pour des informations beaucoup plus actualisées. Je vous laisse avec la réalisation, tout en vous souhaitant un très bon vendredi. Les 6h33 et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans votre matinale Quinquiliba. Et nous allons poursuivre en salle de sport, en salle de gym avec le coach Tandara qui nous a préparé évidemment une capsule comme tous les jours. Restez avec nous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, à tous les Rufisquois. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous, cette belle ville de Mamkoumalama. Alors, Dynamic Sport, je rappelle, nous ne sommes pas très loin du domicile de Papa Bouba Diop, l'ancien footballeur des Lions du Sénégal. Alors, mesdames et messieurs, notre capsule d'aujourd'hui avec le challenge du vendredi, eh bien, ça va aller très vite. Et donc, avec du burpee, avec également le squat jump, mais vous aurez aussi le climber, mais du climber croisé. Alors, avec nous, le coach Do, en compagnie eh bien, du coach, des coachs qui étaient là avec nous. Donc, tout au long de cette semaine, nous allons y revenir. Coach Maï, le coach féminin qui est avec nous, mais également le coach Daniel et le coach Cham. Alors, coach Cham, en fait, vous savez le pourquoi. Alors, tout de suite, on va laisser la parole au coach Do et on va revenir sur votre sujet. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà ce vendredi pour vous présenter notre dernière capsule de la semaine. Alors, comme son nom l'indique, ça sera notre challenge du vendredi. Quand on dit challenge, on dit défi. Alors, aujourd'hui, on va se poser des défis. On va essayer de, de dépasser nos limites, mais aussi, on va essayer de s'améliorer. Côté endurance, côté résistance, on va vous proposer le challenge et ensuite, on va passer le week-end pour récupérer. Allez, merci beaucoup. On se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, c'est bien le challenge du vendredi, mesdames et messieurs. Alors, à l'instant, le mountain croisé. C'est vrai que le mountain climber, on connaît bien, mais là, pour certains d'entre vous,
eh bien, ce mouvement avec le mountain croisé. Alors regardez, sorte de bourpille. Et donc avec tout le groupe au complet qui était donc là. Mais aussi de repousser nos limites afin d'atteindre nos objectifs. Alors, on vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, et on vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Voilà, merci Coach Udo, merci également à tout le groupe. Encore une fois, tout au long de cette semaine, eh bien, nous étions ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, je disais au début, lundi, nous sommes sortis des sentiers battus et pour venir ici, du côté de Rufisque, on a été bien accueillis. Et donc, à la salle Dynamic Sport, merci à eux, merci à tout le monde. Et certainement, Inch'Allah, lundi. Merci coach Tandara, merci coach Dou pour ces exercices matinaux. Est-ce que ça donne quelques idées peut-être à l'équipe qui m'a rejoint en plateau de faire de l'exercice un peu le matin avant d'arriver au travail? Bonjour Alioune Badara, comment ça va ce matin? Bonjour la reine. Ça va bien? Ça va, ça va. Très bien, on est vendredi. On est vendredi, on donne tout, il n'y a pas de réserve à préserver. Effectivement. Parce que derrière, on a droit à une journée et demie de repos. Comme j'ai l'habitude de le dire. Quoi. On va bien en profiter, tout comme le coach Tandara qui nous souhaitait un bon week-end et on leur souhaite aussi un excellent week-end. Bonjour Ibou, comment ça va ce matin? Bonjour Laura, je vais super bien. Très bien. Oui. Ah ben ça fait plaisir. De quoi on va parler aujourd'hui dans la chronique Cannes décalée? Alors, dans la Cannes décalée, on parlera du tourisme religieux parce que bien vrai que Yamoussoukro, là où on a des souvenirs légèrement négatifs, demeure au-delà d'une cité administrative, comme on dit, la capitale administrative, mais c'est également un site touristique, en rappelant que c'est sa sainteté Jean-Paul II qui a eu à faire l'inauguration de la basilique et que n'importe quel monument ne peut pas être déclaré comme une basilique, mais officiellement c'est une basilique. Et même si c'est un don également de l'État ivoirien au Vatican, ça demeure de grands sites touristiques et religieux au niveau de l'Afrique de l'Ouest. D'accord, donc on en parlera dans le cadre du tourisme religieux dans le cadre de la Cannes. Absolument. Très bien, on y reviendra juste après. Bonjour à nos deux invités, merci d'être avec nous ce matin et je vais laisser le soin à Alioune Badara de nous les présenter. Voilà, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux messieurs, et surtout un très jeune. Alors, M. Cissé, Siméon Cissé, son nom d'artiste c'est Sims. Il sera là donc dans la deuxième partie, bien sûr, pour revenir avec nous sur sa jeune carrière qui ne fait que démarrer. Parce qu'au tout début, pour lui, la musique, c'était juste un passe-temps, voilà, juste avec des amis et tout cela. Mais finalement, il a tellement pris goût à la chose qu'il en a fait une véritable activité. Il est vraiment dans un cadre plus que professionnel. Mais cela nous saurait surprendre quand on connaît un peu ses parents. Il a de qui tenir. Alors, il reviendra avec nous sur un peu l'influence peut-être parentale, son choix musical ou bien ses choix également musicaux, on va dire. Peut-être qu'il est en train d'investir plusieurs genres, comme l'avait dit la fois passée Ibou. Il ne saurait y avoir de frontières dans la musique. Alors, pourquoi cette passion-là pour la musique? Moi, je l'ai un peu disons, effleuré avec ses parents et tout cela. Et puis également parler de sa dernière production qu'on appelle, qui s'appelle tout simplement Kolo Kolo. Kolo Kolo, ça rime à quoi? Ça renvoie à quoi? Quel est le message, en tout cas, derrière ce titre-là? Et puis son dernier album, mine de rien, malgré son très jeune âge, machallah, il a pu sortir sur le marché un album. Et c'est tout à fait à son honneur quand on sait que véritablement rares sont les artistes qui, dès le début, au moins, se mettent sur le marché, proposent au public un album. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il a beaucoup de talent. Et puis, Inch'Allah, on est là pour l'accompagner, pour qu'il soit l'une des fiertés donc, du Sénégal sur le plan musical. Et à sa suite, alors, un BDiste, Seydina Issa Sow, un BDiste. Bon, on les reçoit rarement sur Kenkeliba, les BDistes, parce que la bande dessinée aujourd'hui, véritablement, je pense que c'est un genre qui est tellement plaisant, mais malheureusement peu connu peut-être au Sénégal. On va parler d'ailleurs bien sûr de son accessibilité, de son développement, de sa vulgarisation. Est-ce que les jeunes sénégalais, il n'y a pas que les jeunes, tout âge confondu, moi j'aime bien les bandes dessinées. Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a un public voilà, pour ce genre-là si particulier, mais si attractif, qui donne envie quand même de plonger dans une histoire? Alors aujourd'hui il est là pour nous présenter sa dernière production, Sadio, Le Bois des Anges. Et rien qu'à voir l'illustration, bon, on a des idées sur de qui il s'agit, surtout en ce contexte de Cannes. Alors, il reviendra avec nous sur l'histoire particulière donc, de Sadio, Le Bois des Anges. Il fait référence certainement à qui? À quel héros
du Sénégal, les messages également contenus dans ce livre-là, la place aussi de la bande dessinée dans notre littérature, le soutien également qu'ils reçoivent certainement peut-être voilà, des éditeurs, des autorités publiques. Est-ce que également ce soutien-là, il est là, il est dynamique? Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, Seydina Issa Sow. Merci beaucoup, effectivement. Une émission très, très culture ce vendredi pour les fans de culture. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission et n'hésitez pas à réagir sur les différentes plateformes, à nous laisser des commentaires. On les regarde, on les suit et on réagit également au plateau. Bonjour Monsieur Sow, vous allez bien? Bonjour Laura. Très bien réveillé ce matin? Oui, bien réveillé, bien merci réveillé. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas pour cette invitation. C'est un plaisir. Bonjour Sims. Bonjour Laura. Ça va bien? Ça va bien et vous? On a hâte de voir un peu votre clip et puis que vous puissiez nous parler effectivement de votre carrière qui démarre fort, on peut dire. Ça va bien se passer. Super. Alors on parlait tout à l'heure justement de la Coupe d'Afrique qui continue, qui reprend aujourd'hui après quelques jours de pause, on peut dire, même si on n'est jamais en pause bien sûr, mais en tout cas les matchs reprennent et c'est vrai que les quarts de finale, ça démarre aujourd'hui avec les matchs Nigeria-Angola, mais aussi République démocratique du Congo contre Guinée. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces matchs-là aujourd'hui? Déjà, Nigeria-Angola, qu'est-ce qu'on en pense déjà? Quels seraient un peu les pronostics de ton côté, Alioune Badara? Bon, logiquement, quand on interroge un peu le passé de ces deux équipes, le Nigeria part avec un léger avantage, parce que quand même, c'est un pays qui a souvent été dans le carré d'as de la CAN, qui a eu déjà 3 titres, et je trouve même que c'est bien peu par rapport à son énorme potentiel, parce qu'avec, au regard des milliers de talents donc nigérians qui sont dans les plus grands championnats, je crois qu'avec une meilleure organisation, le Nigeria aurait dû être certainement, selon moi, la nation subsaharienne la plus titrée. Sinon même la nation africaine la plus titrée au regard de son potentiel fou. Mais quand même, c'est un pays qui est toujours là, toujours présent quand même dans le carré d'as. Donc cela démontre que c'est un pays de football et qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le seul rescapé. Donc, dans le cercle des grandissimes favoris donc, de la CAN. Parce qu'à l'entame de la CAN, on annonçait le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, le Nigeria. Aujourd'hui, il n'y a que le Nigeria pratiquement, avec une Côte d'Ivoire miraculée également. Il a pu peut-être se frayer un chemin dans ce cercle-là donc, des 8 dernières équipes. Donc je dirais que le Nigeria part avec un léger avantage, mais attention à ces palancas negras d'Angola, parce qu'ils ont un football très rugueux. Voilà, sur le plan athlétique, c'est une équipe qui laisse pratiquement rien à ses adversaires. Ça ne va pas être simple pour les Nigérians qui, eux, adorent souvent donc, le football champagne, mais en un moment donné de la compétition, il va falloir donc élever le niveau d'intensité. Et j'imagine que c'est à ce niveau-là que les Angolais donc, mettront tous les ingrédients pour pouvoir bousculer et faire déjouer donc, les Nigérians. Donc ce n'est pas gagné d'avance. Une victoire de l'Angola aussi ne saurait être une surprise quand on sait que lors de sa première participation au mondial, et à la surprise générale, l'Angola avait éliminé le Nigeria pour pouvoir faire son premier mondial déjà en 2006. Et c'est une nation qui est toujours là, qui pose toujours donc problème aux grosses cylindrées et apportée par cette belle dynamique-là, parce qu'ils sont quand même, voilà, on ne les attendait pas trop à ce stade de la compétition. Là, ils viennent de bousculer pratiquement toute la hiérarchie. Dans le pool, ils sont qualifiés bien avant la deuxième journée, devant l'Algérie en terminant premier. Donc c'est une équipe qui a du talent et qui joue en équipe. Le bloc est vraiment compact et ça va être compliqué. En tout cas, moi, si je devais miser, j'aurais dit peut-être 60-50, 60% peut-être pour le Nigeria, 40% peut-être pour l'Angola. Voilà. On verra ça, mais c'est vrai que ça risque d'être un match très intéressant et on est qui content pourrait être même très serré. De reprendre sur ce match-là. Ibou, qu'est-ce que tu en penses? Très difficile, d'autant plus que le Nigeria est habitué aux errements. Dans les moments les plus importants, en tout cas le constat qu'on a pu faire sur ces dernières années, c'est tout de suite ils vont vers le flop. Là, par contre, aucun joueur ne porte l'équipe au niveau du Nigeria. J'ai eu l'impression pour la première fois, c'est réellement une équipe soudée, compacte et la présence physique. Quand je les vois courir, j'ai l'impression que c'est une chorégraphie qui est en train d'être déroulée. Il n'y a plus cette vedette-là qui peut causer plusieurs problèmes au sein même de cette équipe. Donc, du coup, que le Nigérian s'en sorte, si ça passe par les errements, je pense qu'il part favori. Par contre, de l'autre côté, l'Angola, quand on les voit manifester un but, c'est l'ensemble du banc, la même expression,
Et également, c'est de se dire que voilà, nous ne sommes pas attendus, nous ne sommes pas supposés gagner, mais par contre, on va utiliser notre chance jusqu'au bout. Et de voir l'expression corporelle. Il faut vraiment voir, c'est comme une bande de copains, d'amis qui est là, qui parviennent à choper quelque chose et tout ravi, tout heureux. Donc du coup, entre la logique méthodique nigériane et de l'autre côté, ben, écoutez, on y va. Dans tous les cas, qui ne tente pas n'aura rien du tout. J'ai l'impression que ce seraient ces deux écoles-là qui vont se croiser. Bon, choisir l'un ou l'autre, j'ai plus d'affinité avec le Nigeria parce que nous savons que les Yoruba, le Bénin, le Sénégal, il y a une longue histoire. Sans oublier que mon sujet qui va en parler est arrivé bail. Donc du coup, je supporte le Nigeria et j'espère qu'ils vont gagner. Ah, bon, on verra ça tout à l'heure. Le match sera à 17h ici à l'heure du Sénégal. En plus, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, donc là, évidemment, il peut y avoir quelques affinités, voilà, c'est vrai. Bon, on va demander d'ailleurs à nos invités, entre le Nigeria et l'Angola, vous seriez plutôt pour quelle équipe, M. Sow? Bon, moi, je dirais plutôt que le meilleur gagne. Bon, parce que là, bon, à l'ère où nous en sommes dans le football, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de grandes équipes. Et je pense que cette CAN nous a prouvé cela. Voilà, les favoris sont tous sortis pratiquement, bon, sauf le Nigeria, bon, qui a quand même une belle histoire par rapport au football. Mais du coup, voilà, moi je me dis que le meilleur gagne, bon, dans la mesure où le Sénégal a été éliminé. Ah, de toute façon, là, on est vraiment, ouais, il y a moins d'enjeux pour nous à ce stade. Donc voilà, on attend de voir quelle sera la surprise du jour. C'est vrai que dans cette CAN, chaque jour, il y a une surprise. Donc est-ce que ça va être l'Angola? Est-ce que ça va être la République démocratique du Congo? Bon, on verra bien, mais c'est vrai que c'est très difficile de faire des pronostics dans cette Coupe d'Afrique. Donc on parle par affinité, mais vraiment, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Hein. Sims, vous aussi, vous suivez un peu cette CAN. Vous avez un favori entre ces deux-là? Bon, je vais rejoindre M. Sow. Donc, on va dire que moi, je suis plus pour le beau jeu. Donc, vu que notre très chère équipe, le Sénégal, a été éliminée, je suis beaucoup moins. Donc, je ne supporte ni le Nigeria, ni l'Angola, mais on va dire que je suis là pour le beau jeu et pour l'Afrique. C'est ça, bah c'est vrai, comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont décroché hein, depuis l'élimination du Sénégal. Il y en a même qui disent que ça n'a plus la même saveur. Ils sont même pas sénégalais, mais qui... C'est clair. Ça leur plaît plus trop, là. Non, mais c'est clair. On regarde juste les scores à la fin. Mais on regarde les matchs avec une légère migraine. Ouais. Avec un léger mal de tête, quoi. C'est vrai. Et puis, il y en a pas mal aussi qui disent sur les réseaux sociaux que quand ils voient des matchs maintenant, ça leur rappelle que nous, on a perdu et qu'on est éliminés. Parce que moi, en regardant un match, il m'arrive des fois de fermer les yeux et de me dire peut-être que j'étais dans un rêve. En ouvrant les yeux, peut-être qu'on me dira que le Sénégal jouera demain. Mais là, il faut se rendre à l'évidence. C'est ça, c'est vrai. Il faut se rendre à l'évidence, quoi. Ben oui. On a bien été éliminés. Eh oui, c'est dommage. Les dures lois du foot. Bon, les dures lois du foot, hein, mais que de regrets, quoi. Que de regrets. Parce que vraiment, on avait le potentiel pour jouer cette finale, quoi, pour aller en finale. Il aurait suffi de franchir le cap ivoirien, sincèrement, selon moi, au regard du potentiel du Sénégal, pour aller en finale, quoi. C'est clair. Mais malheureusement, l'approche tactique du match, je l'ai dit, répété plusieurs fois, a été faussée par le staff sénégalais. Voilà. Non, sur le plan tactique, je pense qu'on n'a pas fini de ressasser. Sur le plan tactique, il y a quand même des erreurs coupables donc, de notre staff technique. Ça, il faut avoir le courage de le dire, même si quand même ils ont tout notre respect à l'UCC. Voilà, on ne cessera de le dire. Il est entré à jamais dans l'histoire du football sénégalais par la grande porte. Et je lui souhaite d'en sortir aussi par la grande porte. C'est un grand monsieur. Mais comme à un moment donné, il faut faire un bilan, un diagnostic sans complaisance sur ce qui n'a pas marché. Parce que quand vous allez en guerre, vous sortez toute votre artillerie. Vous n'allez pas permettre à votre ennemi de vous donner le coup de grâce, alors que vous avez quand même du matériel sur votre banc pour pouvoir inverser, voilà, changer la physionomie du match et permettre à votre équipe, d'autant plus qu'on était à 10 minutes de la fin du match, le Sénégal jusque-là mené au score. Tu as des milieux de terrain de renommée internationale, tu ne les utilises pas. Jusqu'à présent, ça, je ne comprendrai jamais. J'ai toujours envie d'être dans la tête du coach et de savoir à quoi il pensait. À un moment donné, je pense que le staff a perdu vraiment le fil du match. Et c'est ce qui nous a éliminés. C'est pourquoi il y a beaucoup de regrets. Mais bon, heureusement que la prochaine CAN, c'est dans moins de 2 ans, pratiquement dans 17 mois, 16. Donc avec cette même génération, je crois qu'il n'y aura pas tellement de chamboulement à faire. Il y en a qui parlent déjà de la retraite de certains cadres. Je pense que non. Ils ont encore beaucoup à offrir au football sénégalais. Idrissa Gana Gueye, il perd encore dans la tanière. Cheikh Okouyate, de par son expérience, on a vu comment il réconfortait le jeune Lamine Camara effondré. Ça, on en a besoin dans un vestiaire. Sadio Mané, écoutez, je pense qu'il doit aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc, en principe, l'ossature restera. Hein. Il y aura toujours la même équipe. Et
peut-être avec quelques voilà, ajustements, le Sénégal aura toujours fière allure, Inch'Allah Rabbi, à la prochaine CAN. Effectivement. Voilà. Et il y a un autre match aussi qui se tiendra ce soir, c'est celui de la République démocratique du Congo contre la Guinée. Qu'est-ce qu'on en pense? Quelles sont peut-être aussi nos appréhensions par rapport à ce match? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, à ton avis? Deux oppositions totalement différentes. La République de Guinée ne sait pas défendre du tout. Nous l'avons vu sur plusieurs matchs. Ce sont des joueurs à vocation offensive et d'autant plus que leur football même n'a jamais été du catenaccio. On bloque tout et on fait des contre-attaques. Et donc, alors que de l'autre côté, c'est une équipe qui est en train de gagner en confiance, qui n'a pas encore la symbiose des années passées, les heures de gloire. Parce que n'oublions pas que c'est l'ancienne Zaïre, hein, et personne n'était capable de les battre. Le Sénégal a souvent eu beaucoup plus de défaites face au Zaïre, etc. Donc, du coup, cette équipe-là de la République démocratique du Congo a cette panache quand même d'avoir la même génération, le même leadership au niveau de la défense, du milieu et de l'attaque. Sur chaque ligne que vous prenez quelqu'un, c'est le groupe ivoirien au temps de Yaya Touré, de Drogba. C'est cette force-là, par contre, qui leur permet d'arriver, de pouvoir tirer l'équipe et de faire face. Donc, ils sont capables de défendre et également de placer des attaques fulgurantes. On a pu voir que derrière, ils sont capables de prendre la balle à la place de faire l'aspect vertical, de pouvoir faire ce qu'on appelle des attaques placées. Ils prennent leur temps parce que chaque ligne, ils ont un jour d'expérience. Et ce leadership qui est porté sur les 3 lignes nécessaires, donc, leur permet de pouvoir surprendre la Guinée. Parce que la Guinée, sa faiblesse, repose encore sur son banc. Qui sont les coachs qui encadrent l'équipe guinéenne? Mais on a 2 chroniqueurs sportifs, d'anciens et d'ex-sportifs, qui sont là-bas, Al-Fusseini et Kaba. Mais en réalité, ils n'ont jamais eu à entraîner des équipes de longue durée. Ils n'ont jamais eu à faire d'autres sélections avant. Ils n'ont jamais eu à participer avec d'autres sélectionneurs pour pouvoir apprendre. Là, on leur confie une équipe, ils doivent porter des résultats. Est-ce qu'ils vont pouvoir eux-mêmes tenir la tension qu'il y a? Est-ce qu'ils vont même supporter de savoir quels sont les propos appropriés? Quel est le timing? Quel est le message à porter envers ces joueurs? Ils peuvent avoir le réflexe de se dire, écoutez les gars, quand on était joueur, quand on était ceci, alors que non, là, malheureusement, la Guinée n'a pas encore un réel entraîneur. Et donc, je pense que ce serait le défaut. Et je pense que réellement, avec les 3 leaderships de la République démocratique du Congo, ils vont s'en sortir. C'est vrai qu'il y a moyen qu'ils passent. Moi, je me dis aussi qu'effectivement, cette équipe du Congo a toutes ses chances dans ce match. C'est vrai qu'au cours de leur dernier match, ils ont vraiment été agréables à regarder. Absolument. Et ils ont l'air d'être sur une très bonne lancée, peut-être même jusqu'en demi, peut-être même... Absolument. On ne va pas trop parler, mais on ne sait pas. Absolument. On sait pas. C'est ça, c'est le football, c'est vrai. C'est vrai. Alioune Badara, qu'est-ce que tu penses de ce match? Mais déjà, une surprise, parce que l'une de ces 2 équipes sera demi-finale de cette CAN. Déjà, c'est une grande surprise, parce que personne ne s'y attendait. La RD Congo était en reconstruction. La Guinée, c'est vrai que c'est une équipe qui a de l'histoire, mais qui n'a pas peut-être ces 2 ou 3 grands joueurs capables de faire la différence au moment opportun pour pouvoir faire franchir un cap. Heureusement qu'ils ont pu bénéficier de l'aide d'Am Chance. Hein, parce que pourquoi je le dis ainsi? Parce que figure-toi, le Sénégal, certainement, aujourd'hui, aurait aimé être à la place de la Guinée en étant 3e de sa poule, éviter la Côte d'Ivoire et rencontrer la RD Congo ou bien, je ne sais pas, la Guinée équatoriale. Et bon, ça sont les aléas donc, du tirage de la compétition. Et la Guinée, terminant 3e, a pu avoir un adversaire qui est beaucoup plus à sa portée que peut-être le Sénégal, qui a fini 1er de sa poule. C'est pourquoi, à l'époque, je te disais, moi, je crains de rencontrer les pays organisateurs. Quoi. On me disait, non, tu es craintif. Je leur ai dit, mais... Il n'est jamais simple de rencontrer les pays organisateurs dans une compétition devant son public. Et vous avez vu, donc les faits m'ont donné raison, même si j'aurais voulu bien me tromper. Mais cette Guinée-là a de l'histoire, elle a de l'orgueil, parce qu'elle n'a jamais atteint ce niveau-là de la compétition, excepté la CAN 76, où c'était une autre formule, avec moins d'équipes. C'était un tournoi à poule unique. La Guinée a terminé 2e, quoi. Donc on considère qu'elle a été vice-championne dans son histoire d'Afrique. Mais la Guinée ne peut se contenter de cela, parce que je pense qu'elle a une occasion vraiment pratiquement bien rare, unique, voilà, qui n'arrive pas tout le temps, d'être demi-finaliste d'une CAN.
Parce que la RD Congo, je pense qu'elle n'est pas du tout supérieure à la Guinée. Quand on interroge un peu les valeurs intrinsèques des deux équipes, la Guinée a l'occasion vraiment de réussir un très grand coup aujourd'hui. Du côté congolais également, même chose, parce que c'est une équipe véritablement qui revient de très loin, qui ne s'est pas qualifiée lors de la dernière CAN, qui était pratiquement la risée des Sénégalais, parce qu'il y a une certaine rivalité entre nous et nos amis congolais. Donc, ils nous appelaient les Sénégagneriens. Quand on a fini de gagner tous nos trophées-là, maintenant, on les appelait les Rumbaman du football. Ça veut dire que vous ne faites que danser, mais nous ne gagnez absolument rien du tout. Donc aujourd'hui, toutes ces deux équipes-là, chacune de ces deux équipes a l'occasion véritablement d'écrire une page glorieuse de son histoire. Et je crois que c'est du 50-50. Sincèrement, c'est du 50-50. Ça se jouera au mental. Et je pense que l'équipe qui ouvrira en premier le score aura largement donc, les chances de pouvoir l'emporter, quoi. Donc vraiment, sur ce match-là, pour les parieurs, moi, je mettrais 50-50. C'est vrai que ça ne va pas être évident du tout. Ouais. En tout cas, ces deux matchs, ce sera aujourd'hui donc à 17h et à 20h. On sera là pour les suivre. Et puis demain, ça continue évidemment avec les deux autres quarts de finale qui nous diront qui seront finalement ces équipes qui iront en demi-finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va rester à l'affût. En tout cas, on a de fins observateurs sur le plateau pour pouvoir en discuter. Et on se retrouvera de toute façon lundi pour faire le débrief. Et on va justement redonner la parole à Ibou. Il est 6h59. On va passer à la chronique CAN décalée. Alors, Ibou, je te laisse la parole. Tu nous disais tout à l'heure que tu allais nous parler aujourd'hui du tourisme religieux dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Yamoussoukro, la ville qui nous a accueilli, l'équipe du Sénégal, est la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Nous rappelons que, comme nous le savons tous, c'est le village natal du président Houphouët-Boigny. Et lors de l'inauguration, c'est là où le pape Jean-Paul II, sa sainteté, l'a déclaré comme une basilique. Donc, ça a permis plusieurs acquis, comme une labellisation du site religieux. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire réellement, le tourisme religieux part souvent d'une infrastructure. Ou bien ça vient d'un contexte sociologique. Là, les deux étaient réunis. La capitale administrative, l'aspect sociologique, et surtout le pape qui se déplace lui-même avec la présence du Premier ministre français Jacques Chirac, l'ancien Premier ministre français Paul Mesmer, également aussi paradoxal, parce qu'au moment où la présence de la personnelle que je vais citer, c'était assez contesté. Mais sauf que dans la tradition et la religion catholique, le pardon, la providence demeure très fort. Il y avait Pik Botha, qui était sud-africain au moment de l'apartheid. Il y avait sa présence. Mais Houphouët défendait que c'était dans le sens du pardon, dans le sens de la compréhension. Et l'histoire lui a donné raison. Ce qui permet de se dire, ce qui se passe à Yamoussoukro, qui devient un site religieux et qui permet le tourisme religieux. Prenons maintenant le cas ici au Sénégal. On a plusieurs sites. On peut prendre Diamalaye, on peut prendre Tivaouane, on peut prendre Touba. Mais par contre, je vais prendre un pays et je vais justifier pourquoi Kaolack. Parce que Mame Baye Niasse, c'est l'un des guides religieux sénégalais. C'est lui le Cheikh al-Islam. Lui-même, en mettant une alliance avec l'émir de Kano, qui est la seconde ville, le second État même en termes de population du Nigeria, ils ont eu une amitié basée depuis la religion. Ils sont connus à la Mecque. Au décès de cet émir, son fils a pris le trône et il a conservé cette amitié religieuse, sociale, humaine avec Mame Baye Niasse. Et lors du dernier anniversaire de Mame Baye Niasse, le gouverneur de l'État de Kano disait qu'il y a 7 millions de disciples, de pèlerins qui ont été dans les environnements pour pouvoir manifester leur allégeance à Mame Baye Niasse. Et Laura, Kano, Kaolack, c'est 3300 km. Un avion commercial vole entre 900 et 950 km à l'heure. Ce qui sous-tend, sur 3h50, disons 4 heures de temps, quelqu'un quitterait Kano, 8 h du matin, et arriverait à Kaolack à 12 h. Je m'interpelle sur l'opportunité du tourisme religieux, surtout d'interpeller le secteur privé. Qu'attend le secteur privé pour faire une proposition d'un packaging? Je me suis mis à rêver, je me suis mis à espérer et à le partager. Monsieur Sow, imaginons tout simplement qu'une offre de notre secteur privé destinée à la première puissance économique africaine, parce qu'il y a le Nigeria, il y a l'Égypte et l'Afrique du Sud. Ce sont les puissances économiques. À Kano,
S'il y a une puissance économique, donc forcément, il y a des dérivés, des capacitations financières, des gens qui seraient capables d'être intéressés. Si je suis Talibé Mambaïnias et que j'habite à Kano et que je vois une offre commerciale et que ce packaging me propose de prendre le vol d'avion, de venir à l'hôtel Hambourg, nous venons de constater là qu'il y a gratuitement l'ouverture de l'axe Mbour-Tchadiaï, l'autoroute, et cette autoroute Mbour-là va aller jusqu'à Kaolack. Mais si l'avion vous amène à l'aéroport international de Diass et que vous habitez dans un hôtel à Hambourg et que vous prenez la route pour venir, juste prenons que vous venez un mercredi. Le jeudi, vous avez le temps de faire la ziara auprès de vos guides religieux dans la cité de Mambaïnias. Et le soir, vous avez l'opportunité de faire votre goudi adjuma. Donc, c'est votre retraite mystique. Le vendredi, vous avez le temps de faire toutes les ziaras, de faire votre prière également de Djuma là-bas à chez Mambaïnias, de faire votre khadra chez Mambaïnias. Et le soir, mais c'est quartier libre. Donc, vous vous rendez compte, du mercredi au samedi, on peut avoir un packaging qui peut être proposé aux disciples de Mambaïnias qui habitent dans la ville de Kano. Mais ça ne s'arrête pas dans la ville de Kano. C'est l'ensemble du Nigeria qui peut être visé. La première puissance économique qui est à 4 heures de chez nous. Et je ne sais pas pourquoi ou comment le secteur privé n'essaie pas d'exploiter cette opportunité. Donc, je me suis inspiré de Yamoussoukro et je me suis dit, mais on a une personnalité, Mambaïnias. On a une opportunité avec le Niger, la première puissance économique. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'attend le secteur privé? J'en suis sûr que les dispositifs juridiques, réglementaires sont là. Mais qu'est-ce qui manque? On pose le débat pour qu'on puisse s'interpeller de voir comment réaliser cette opportunité en réalité. Voilà en fait pourquoi le cas de Kano, de Kaolack, de Mambaïnias avec un packaging touristique. Oui, je pense que ce qui est intéressant aussi dans ta réflexion, c'est vraiment de se dire que le tourisme religieux, c'est un réel potentiel pour un pays. Et c'est vrai que Yamoussoukro, pour le coup, l'exemple dont tu parlais, c'est une ville de Côte d'Ivoire qui est complètement incontournable. C'est-à-dire que même quand les gens vont juste passer des vacances, même quand les gens n'ont aucun rapport avec cette basilique, ils vont toujours se dire il faut qu'on aille voir parce que c'est quelque chose de grandiose, c'est le plus grand édifice religieux catholique du monde, etc. Et le simple fait d'avoir ce record-là va faire venir des gens, même si eux-mêmes ne sont pas concernés. Alors on imagine évidemment quand on est concerné par une des réalités, quel est vraiment le potentiel d'une telle... à quel point on peut vraiment investir dans ce genre de choses. Mais c'est marrant de voir à quel point tu as ficelé déjà le projet dans la tête. Mais oui, parce qu'en réalité, il suffit de... quand la basilique était mise en place, ou même la ville, parce que n'oublions pas que M. Ophir-Boigny, originaire de Yamoussoukro, a eu d'abord à partir sur l'aspect agriculture. C'est là la première fédération paysanne. Ça lui a permis de faire la politique et d'être le président de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Et au moment de la mise en place de Yamoussoukro, qui, je rappelle, c'est moins de 400 000 habitants, mais la ville la plus touristique, parmi les plus touristiques de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Parce que ce soit les ingénieurs et ouvriers israéliens, les Espagnols, les Italiens, les Français, tout le monde, ces potentialités, ces capitaux ont pu travailler pour la mise en place de ce site touristique. Et la suite, les Italiens continuent d'y aller parce que c'est plus de 300 000 personnes dans l'esplanade. Et également, il ne faut pas oublier une chose qui est prépondérante, c'est que la basilique est un don de l'État de Côte d'Ivoire pour le Vatican. Donc l'entretien est géré par les services du Vatican. Plus de 500 millions de francs CFA annuels. Et cela, c'est la preuve que si on parvient à prendre le religieux, l'institutionnel, le privé, on aura le bon mélange pour trouver le bon équilibre. Dans tous les cas de figure, si on en revient à l'exemple de Kaolack. Qui est le maire de Kaolack? C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui devient maire d'une commune, d'une ville, mais c'est l'occasion qu'il y ait une fédération des ressources, le capital humain, toutes les personnalités kaolackoises doivent se retrouver auprès de l'entrepreneur d'abord, le chef d'entreprise d'abord, le maire ensuite, pour pouvoir fructifier cette opportunité. Parce que le tourisme religieux, c'est l'opportunité que nous avons, nous. Quand on prend l'Europe, n'est plus dans le religieux. Si vous allez en Europe, dans la plupart,
Prenons l'exemple Sainte-Catherine de la Treille qui se trouve dans le nord de la France à Lille, dans le Vieux-Lille. Mais quand vous croisez des individus là-bas, vous pensez qu'ils viennent pour la foi. Non, ils viennent pour l'architecture. Maintenant, c'est devenu juste... comme un musée. C'est comme un musée. Alors que là, nous sommes beaucoup plus dans l'expansion, nous sommes dans le développement, nous sommes dans la consolidation de la foi. Les gens sont encore impliqués de pouvoir et de vouloir venir. Et puis, Kano, Nigeria, c'est une capacité financière. Quand vous avez un voisin et vous avez d'excellentes relations, la communauté sénégalaise qui est là-bas, le Tchèboudjen, qui s'appelle là-bas le Jollof Rice, mais c'est la preuve irréfutable que sociologiquement, nous sommes en phase. Chaque fois que j'ai eu à faire des séjours au Nigeria, ce privilège, mais je paye limite tout ce que je veux dès qu'on me dit comment vous appelez et que je dis je m'appelle Ibrahim. Parce que tout de suite, ça les renvoie à Mamba Ignace. Donc je pense que c'est une opportunité, la chance d'avoir Mamba Ignace qui peut nous permettre de fructifier avec ce capital touristique de la ville de Kano. Je pense que tu as peut-être semé l'idée dans la tête de certains qui nous regardent. Hein, Alioune Badara, qu'est-ce qu'on en pense? Mais bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il y a un lien établi entre le sport, la religion. Quand on voit, par exemple, sur le plan marketing, tout le travail qui a été fait par les Qataris pour accueillir la Coupe du Monde, ils ont mis en avant également ce patrimoine religieux-là aussi. C'était peut-être pour dire à ce beau monde-là qui fera le déplacement qu'il n'y a pas que du football que l'on va vous proposer. Il y a également ce patrimoine-là à revisiter. Donc, ça va être véritablement également du tourisme pour vous. Et aujourd'hui, je pense que c'est un levier extrêmement important. Et tous les pays qui ont donc la chance d'en disposer l'utilisent dans leur marketing, donc pour attirer donc ce genre d'événements. Et c'est le cas également pour l'Arabie Saoudite qui essaie de montrer l'image d'un islam modéré, d'un islam tolérant, et pour être dans l'optique de pouvoir acquérir, elle aussi, d'ici quelques années, la prochaine Coupe du Monde. Donc la deuxième Coupe du Monde qui aura lieu dans cette partie du monde, ne soyez pas surpris, certainement sera accueillie par l'Arabie Saoudite. Et tout est fait aujourd'hui pour dire à ce monde-là qui pourrait faire le déplacement qu'il est possible de venir autour d'un match de football et au-delà après, profiter également de notre patrimoine religieux. Donc je pense que le lien il est plus qu'établi. Et l'exemple de Ibou me semble très pertinent. Prenons le cas lors de la dernière CAN au Cameroun, du côté de Bafoussam. Je crois bien. À Bafoussam, le Sénégal a pu, à l'applaudimètre, comme le dit souvent notre doyen Jérôme Diouf, le Sénégal a gagné sur les gradins parce qu'il n'y avait pas que des Sénégalais pour supporter le Sénégal. Parce qu'il y avait beaucoup de disciples de El Hadj Ibrahim Niass qui étaient venus parce qu'ils se disaient, nous sommes Camerounais, mais comme c'est le pays d'origine de notre guide, donc on va le soutenir. Donc vous voyez l'incidence un peu religieuse sur le fait sportif, et peut-être le Sénégal en a récolté, peut-être, en a tiré profit. Donc je pense que c'est un lien qui est établi, ce n'est plus un sujet tabou. Le tourisme religieux, quand vous accueillez ce genre d'événements, que ce soit sportif, culturel ou autre, par exemple pour les Jeux Olympiques également, vous ressortez tout ce que vous avez pour que véritablement le spectacle soit au rendez-vous. Donc je pense que c'est un levier aujourd'hui à fructifier. Et même au-delà du football, prenons le Sénégal, on a tellement d'atouts à faire valoir, mais peut-être que c'est un peu en léthargie, on va le dire ainsi. Il a donné l'exemple de Kaolack. Tu as beaucoup à offrir, Popenguine a beaucoup à offrir, Tianabasek et tout cela. Je pense qu'il y a un programme de modernisation de ces cités religieuses-là, mais avec beaucoup plus de dynamisme quand même dans le cadre de ce programme-là. On pourrait avoir beaucoup plus de choses à proposer à d'éventuels touristes qui feraient donc le déplacement au Sénégal, rien que pour voir véritablement donc tout ce legs-là des anciens, surtout de ces soufis, parce que le Sénégal aujourd'hui, en termes de positionnement sur le plan marketing territorial, dans le cadre religieux, pour peut-être la majorité musulmane, sur le plan, dans le domaine du soufisme, le Sénégal a beaucoup à proposer. On nous parle de Tombouctou, mais le Sénégal également, écoutez, on a d'éminents savants, d'éminents érudits qui ont écrit. On a même aujourd'hui du mal à conserver leurs écrits. Je pense que n'importe qui aurait peut-être envie de faire le déplacement, aller à Touba, aller à Matam, chez Cheikh Kamara, le prénom m'échappe. Il a laissé beaucoup d'ouvrages qui, à l'époque même, étaient vraiment bien recherchés. Des gens quittaient d'autres contrées pour venir jusqu'au Sénégal, avant l'indépendance bien sûr de notre pays, pour pouvoir s'abreuver sur cela. Je pense que ça, c'est un créneau à développer pour que chacun puisse y tirer quand même profit, quoi.
Effectivement. Et c'est vrai que quand tu parles de Touba, c'est vrai que quand on voit chaque année les millions de personnes qui se déplacent pour venir à Touba, qui viennent de partout en Afrique, en Afrique de l'Ouest notamment, c'est vrai qu'effectivement, il y a un potentiel à exploiter dans ce tourisme religieux-là. Le dialogue islamo-chrétien, ces cimetières mixtes-là, ça c'est rare d'en trouver à travers le monde. Ça ne se voit pratiquement qu'au Sénégal. À Joal Fadiouth, un cimetière que partagent musulmans et catholiques. En Casamance également, en Basse-Casamance, vous retrouverez également pareil cimetière que partagent musulmans et catholiques. Ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment vendu. C'est vrai. Mais ça, chez certains, vous leur dites que ça existe quelque part dans un petit pays qui s'appelle le Sénégal, ils vous diront non, ce n'est pas possible. Avec tout ce que l'on voit comme antagonisme sur le plan religieux, comment cela a-t-il pu voir le jour? Vous leur direz oui, c'est bien possible. Nous sommes au Sénégal, on est un pays où, par exemple, si je prends l'exemple de Joal Fadiouth, que je connais le mien, le plus, parce que quand même ma grand-mère côté paternel, elle est de Joal Fadiouth, quand on veut construire une église, ce sont les musulmans qui mettent la main à la poche également et qui viennent le jour des travaux et qui participent. La même chose également quand il s'agit de la construction d'une mosquée. Ça, c'est véritablement, tout cela entre dans le cadre un peu du tourisme religieux. Je crois qu'on peut véritablement donc développer cette niche-là, parce que c'est une niche extrêmement importante. Et pour conclure dans ça, surtout dans le tourisme religieux, il y a l'aspect touriste scientifique. Parce que combien d'universités seraient intéressées de voir les écrits qui ne sont pas en ligne, mais qui peuvent être accessibles directement ou bien par des échanges de famille pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut partager comme patrimoine. Je voulais parler de Cheikh Moussa Camara. Oui. Exactement. Ça t'est revenu. Ça me revient, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que les écrits dont tu parles et les recherches scientifiques, c'est également le cas aussi en Mauritanie avec le site de Tchinguetti. Il y a beaucoup de personnes qui vont à Tchinguetti parce que justement, il y a ce patrimoine qui reste là-bas, tous ces écrits qu'on peut retrouver uniquement à cet endroit-là. Et c'est ce qui fait que cet endroit est unique, alors que peut-être la personne qui va s'y rendre n'avait pas spécialement prévu de visiter la Mauritanie. Et c'est l'occasion aussi, justement, après d'aller dans d'autres localités. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monsieur Sow, ce tourisme religieux-là? Est-ce que vous y voyez aussi un certain potentiel? C'est une source d'inspiration également pour les bénéistes, sur nos grandes figures. Pour les illustrateurs et les auteurs. Tout à fait, bien sûr. Bon, là, nous vivons dans un pays où vraiment, le tourisme religieux, je peux dire que c'est quelque chose que nous vivons, dans la mesure où, l'une des particularités du Sénégal, c'est le fait qu'il y ait des confréries religieuses. Et voilà, chaque confrérie a un peu, son fief, si on peut le dire comme ça. Que ce soit à Touba, à Tivaouane, à Djamalaï, à Cambérène. Dans tous les cas, chaque année, chaque confrérie a un événement qui permet en tout cas de recevoir une grande partie de la population. Et j'aimerais également mettre l'accent sur le fait que le tourisme religieux peut aussi être un vecteur lié au développement des activités économiques, n'est-ce pas? Et c'est aussi ce qu'on retrouve même ailleurs. C'est ce qu'on retrouve au niveau du Maroc, n'est-ce pas? À Fès, n'est-ce pas? En Arabie Saoudite. C'est vraiment un vecteur qui pourrait peser en tout cas sur le développement économique. Alors, c'est quelque chose de très important à mon avis. Et aussi, en général, chaque pays a ses infrastructures. Ça peut être lié à la religion ou bien à la culture. Mais je pense que chaque pays devrait être en mesure de mettre en avant ces infrastructures-là pour essayer de capter le maximum de visiteurs. Et puis, ça permet également de partager un peu l'histoire, la culture. Tout à fait. Et c'est vrai que, comme le disait Alioune Badara, ça peut être aussi évidemment une source d'inspiration pour les acteurs de la culture que vous êtes et à transmettre aussi dans vos œuvres. On va continuer avec vous d'ailleurs en passant à la première partie de la rubrique invité avec notre invité, donc Seydina Issa Sow, qui est l'auteur et illustrateur de cette BD Sadio qui nous présente aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai dit tantôt, il nous a donné des pistes, même s'il a voulu un peu les brouiller avec Sadio, le bois des anges, le village qui ne s'appelle plus Bambali, mais Nyancho. Nyancho, on sait quand même. Il nous a donné de bonnes indications. Alors, on peut le dire d'une certaine façon, quand même, il s'agit finalement donc d'un hommage à Sadio Mané.
Oui, Voilà, en fait, c'est clair qu'il s'agit là d'un hommage qui lui est rendu. oui, bah, bon, déjà, c'est vrai que c'est pas ça sa biographie. Oui. Parce que bon, c'est un peu compliqué de faire voilà, d'écrire sur quelqu'un, de faire la biographie de quelqu'un sans avoir sa permission ni son autorisation. Oui. J'ai préféré partir sur une fiction, mais quand même une fiction inspirée de l'enfance de Sadio Mané. Et voilà, comme vous venez de le révéler, son village dans cette bande dessinée-là, c'est pas Bambali, c'est plutôt Nyancho. Voilà. Nyancho qui fait un peu référence voilà, à son surnom. Bon, voilà. Quand on dit Nyancho, automatiquement... Le Gaïndé, le lion. Voilà, le Gaïndé de Bambali, le guerrier. Nyancho, ça fait référence à ça. Exactement. Alors, pourquoi vous avez décidé de brosser ce personnage-là dans cette bande dessinée? Parce que quand même, c'est un travail, on va le dire scientifique aussi. Parce que c'est vrai que même si peut-être vous n'avez pas encore son autorisation pour faire sa biographie, bon, vous avez été assez méticuleux parce que vous avez un peu respecté le parcours donc, de Sadio Mané. Hein. Voilà, la disparition de son père, par exemple, ça, dès le début, donc vous nous campez dans le sujet. Son père disparu, il est recueilli par un oncle. Exact. Voilà, les images que l'on a de Bambali, bon, pas Bambali, de Nyancho. Pour moi qui ai fait Bambali à l'époque, c'est vraiment fidèle. Quand on se dit, mais comment un tel génie a-t-il pu vu le jour ici, hein, de ce partenaire, il est devenu donc la superstar qu'il est. Exact. Alors finalement, l'inspiration est partie d'où? Du sacre du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique. C'est ça. Ou bien de sa place de deuxième au classement du Ballon d'Or mondial? Bon, en fait, c'est surtout parti du sacre du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique. Parce que là, bon, ça a été une première, franchement, la première fois que le Sénégal remporte cette Coupe. Du coup, automatiquement, je me suis dit que ce serait quand même bien que les héros sénégalais, ce serait bien qu'ils aient quand même voilà, des œuvres qui sont, voilà, des œuvres qui parlent d'eux, qui parlent de leur vie en tout cas. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à faire une bande dessinée sur lui. Et puis, bon, effectivement, bon, par rapport à certaines ressemblances, par rapport au vrai Sadio Mané, n'est-ce pas? Voilà, vous avez évoqué le fait qu'il soit orphelin de père. Oui. Voilà, j'ai voulu faire une référence par rapport à ça. Bon, on sait aussi qu'il a été éduqué par son oncle et que son oncle ne voulait pas qu'il joue au foot. Voilà, chose que j'ai également retranscrite dans la BD. Et je me suis également documenté pour savoir un peu voilà, comment étaient les... Voilà, genre, comment sont les villages au sud du Sénégal, tout ça. Bon, pour essayer en tout cas d'être le plus fidèle possible. Quoi. Ok, et bien sûr, hein, parce que là, le bois des anges, ça fait peut-être référence un peu au bois sacré. Et là, le bois sacré de Sadio Mané, c'était ce petit terrain perdu, délimité par peut-être un peu voilà, les arbustes et tout cela. Donc ça, quand même, vous nous plongez dans la Casamance des profondeurs. Oui. Bah, c'est un peu ça. Bon, le bois des anges, dans l'œuvre, en fait, c'est une petite forêt, n'est-ce pas, que partagent deux villages, le village de Nyancho et le village de Tchéranière. Du coup, c'est une petite forêt où les enfants se retrouvent pour jouer et tout. Et voilà, cette forêt sera l'objet d'un défi, puisque à un certain moment, les enfants de Tchéranière vont venir, ils vont imposer leurs lois, ils vont dire maintenant, à partir de maintenant, les enfants de Nyancho n'ont plus le droit de venir ici. Et c'est voilà, c'est ce qui va... Il va falloir un match pour il y a la rivalité. Il y a la rivalité. Est-ce que vous avez eu la chance, pas encore, d'avoir lu cette bande dessinée-là? Oui, et ce que j'ai apprécié dans cette bande dessinée, c'est aussi les autres messages que vous passez au-delà du parcours du jeune dans cet ouvrage, au-delà du football. C'est aussi, vous parlez peut-être à travers le personnage de Bineta de la scolarisation des filles par rapport aux garçons, le niveau des filles à l'école aussi. Et effectivement, c'est vrai, l'idée qu'un jeune qui veut réussir dans une certaine discipline ne va pas forcément être soutenu au départ s'il n'arrive pas à prouver qu'il réussit. Et c'est vrai que le personnage de Sadio est intéressant dans cette histoire, mais aussi le personnage de Bineta qui a su voir en lui aussi le potentiel. Et peut-être que c'est ça un peu qui l'a motivé peut-être à aller vers d'autres horizons, parce que lui, dans l'histoire, pour ne pas tout raconter bien sûr, hein, au départ, il pensait à un certain poste en tant que footballeur, et puis c'est elle qui lui conseille finalement d'aller se diriger peut-être vers une autre voie, et finalement... C'est ce qui est intéressant aussi. Comment vous avez pensé les personnages?
Bon, effectivement, par rapport à Binta, bon, j'ai pensé quand même qu'il serait intéressant d'introduire un personnage féminin, tout en sachant que le football, bon, c'est un sport de garçons. Ça n'intéresse pas forcément les filles. Du coup, j'ai voulu introduire le personnage de Binta, justement. Et puis voilà, elle aura un rôle bon, assez important, puisque à un certain moment, Sadio aura des doutes. Et voilà, comme vous venez de le dire, là, Binta va venir pour éclairer sa lanterne en lui donnant des pistes, n'est-ce pas? Et puis voilà, en suivant les conseils de Binta, bon, il va réussir son pari. Il y a également l'aspect, voilà, la scolarisation des enfants, la scolarisation des filles également, dans les villages. Bon, on sait que bon, c'est pas du tout évident, c'est pas toujours évident. Voilà, mais là, j'ai quand même voulu mettre, en tout cas, voilà, voilà cet aspect pour dire que, bon, c'est pas toujours facile bon, d'être au village. Quand on est enfant, c'est pas toujours évident d'avoir la chance d'être scolarisé. On voit que Sadio, il n'a pas été scolarisé, n'est-ce pas? Et bon, Binta, elle a eu cette chance-là, et voilà, elle va en parler en tout cas. Effectivement. Ibou, ce livre-là... J'ai pu voir que apparemment vous êtes inspiré du modèle manga. Oui. Est-ce que vous avez un lien avec le Japon où ça vous inspire, ou vous avez déjà eu à passer des études au Japon, ou je ne sais pas comment? Oui, bon, il faut savoir que je suis un grand amateur de manga, n'est-ce pas? Bon, là, cette BD, c'est un format franco-belge, mais les bandes dessinées que j'ai eu à faire avant Sadio, c'était des mangas africains, c'est du manga africain. Et voilà, bon, j'ai été au Japon, mais ce n'était pas pour les études. J'y étais parce que j'ai été convié pour une conférence internationale sur la bande dessinée africaine. Du coup, voilà, j'ai été reçu au musée international du manga à Kyoto. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de laisser mon empreinte sur un mur, voilà, sur un mur où on retrouve des illustrations des grands mangakas, des grands auteurs de manga. Voilà, j'ai eu le privilège en tout cas d'y avoir inscrit mon personnage principal de Kayor, qui est une autre bande dessinée. Oui, Kayor, oui. Voilà, Kayor, bon, qui est un manga inspiré en tout cas voilà, des réalités. Les jeunes et les enfants sénégalais adorent. Voilà, j'espère que vous faites souvent des tournées dans les établissements scolaires également pour sensibiliser à ce métier et de voir également un financement avec la DER ou bien une banque commerciale même, parce que c'est une opportunité. Je ne sais pas si vous avez commencé ce côté entrepreneurial. Oui, en fait, oui, je donne des cours de bande dessinée dans certaines écoles, n'est-ce pas? Dans certaines écoles, du coup, oui, c'est vrai que les enfants adorent la bande dessinée. Les enfants, bon, voilà, la BD, ça parle à tout le monde. Hein. Tout à fait. Ça parle à tout le monde. Bon, par rapport au financement, bon, je n'ai jamais cherché de financement, parce que moi, j'ai commencé par faire de l'auto-édition. Parce que dans un premier temps, avec mes premières BD, j'ai essayé de démarcher les maisons d'édition ici au Sénégal. Mais malheureusement, je n'ai pas eu d'offre qui me convenait, puisque la bande dessinée n'est pas très développée ici au Sénégal. C'est vrai. Du coup, à chaque fois, je venais, je présentais, on me disait, oui, bon, mais voilà, puisque ce n'est pas très développé, les maisons d'édition ne voulaient pas prendre ce risque-là. Voilà. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à faire de l'auto-édition, à financer mes livres avec mes propres moyens. Voilà. Avec Sadio, c'est la première fois que, voilà, que je collabore avec une maison d'édition, Saraba, les éditions Saraba, qui sont arrivées au Sénégal assez récemment. Et voilà, et qui mettent vraiment un point d'honneur, en tout cas, à faire la promotion des jeunes artistes dans leurs livres, à savoir les bandes dessinées, les romans, les livres illustrés. Voilà, effectivement, c'est vrai que dernièrement, on a vu pas mal de BD sortir chez Saraba. Il y a eu aussi Lilani, il y a eu aussi Génie. Et effectivement, je pense qu'ils sont en train de jouer un rôle assez important dans la bande dessinée. Et d'ailleurs, vous êtes justement illustrateur et auteur. Donc, dans cet ouvrage Sadio, c'est vous qui faites les illustrations et c'est vous qui avez été l'auteur. Quand vous parliez de votre rapport au manga, du coup, vous avez commencé par l'illustration ou par l'écriture? Bon, disons que depuis que je suis petit, je faisais que reproduire des planches de manga. J'ai commencé avec Dragon Ball Z. Voilà. Pendant que mes amis préféraient aller jouer au football ou bien aller jouer, faire des combats de lutte, moi je préférais tout le temps être là.
avec mes feuilles. À chaque fois que mon père revenait du travail, je lui disais, papa, si tu reviens, ramène-moi du papier, des feuilles blanches. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai commencé à nourrir, en tout cas, une certaine volonté de devenir auteur de bande dessinée. Parce que j'avais fait le constat que tout ce qu'on consomme ici, ça nous vient de l'extérieur. Soit c'est du manga japonais, soit c'est de la bande dessinée franco-belge. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? Avec plein de clichés aussi. Par exemple, si vous interrogez Tintin, par exemple. Oui, les Tintin au Congo et compagnie. Par exemple. C'est aussi soit des comics africains, des comics américains plutôt. Du coup, je me suis dit que bon, c'est quand même bien que l'Afrique aussi, qu'ici en Afrique, qu'on ait également des bandes dessinées africaines avec des héros africains, avec nos personnages africains. Parce que bon, c'est bien beau de lire des mangas, des comics, la BD franco-belge, mais quand même, c'est quand même bien que nos jeunes frères puissent se reconnaître à travers un personnage africain, n'est-ce pas? C'est une de mes motivations. Voilà, à évoluer dans ce secteur. Et du coup, pour répondre à votre question, je commence toujours par écrire le scénario. D'accord. Et ensuite, je fais le storyboard, le crayonné, l'ancrage, la colorisation. Bon, c'est un processus assez... C'est ça, vous êtes là de A à Z, en tout cas, dans le processus. En tout cas, félicitations pour cette noble initiative, on va le dire ainsi, parce qu'il est question de célébrer nos propres héros et de ne pas laisser les autres raconter leur histoire à notre place. Effectivement. Parce que souvent, il y a un certain travestissement également de cette histoire-là qui ne dit pas son nom. Effectivement. On a parlé de Tintin, sa présence en Afrique. Il y a plein de clichés. Un jeune Africain qui regarde, qui lit cela, peut avoir peut-être une mauvaise appréciation de sa propre histoire. Absolument. Et c'est bien de voir des auteurs africains prendre leur plume, prendre leur crayon, dessiner leur personnage, leur héros, et voilà, rétablir la vérité historique. Et vraiment, chapeau. Et dans la deuxième partie, on reviendra un peu sur la place de la BD, toujours. Je pense que Ibou, il a effleuré un peu la question. Donc, la place de la BD, voilà, dans notre programme culturel, ici, dans nos programmes culturels en Afrique, dans la littérature africaine. Et pour cela, pour que la BD puisse avoir une place de choix, il faut aussi davantage de soutien de la part donc, de nos décideurs par rapport à l'édition. Ça coûte excessivement cher. Et puis des perspectives, parce que je vois que vous vous arrêtez à cette rencontre entre le sergent recruteur, qui ressemble un peu à quelqu'un qui est très proche de Sadio Mané à l'heure actuelle avec ces dreadlocks-là. J'en dirai pas plus. Effectivement. Voilà, quelle serait la suite? Merci, restez avec nous. Restez avec nous, effectivement. Voilà. On va souffler, on va passer au clip du jour. Et le clip du jour, ce sera évidemment Colo Colo, donc de notre deuxième invité, Sims, et que la régie nous propose tout de suite. C'est toujours les mêmes problèmes. Arrête d'écouter les rumeurs et fie-toi à mes je t'aime. Ne me cache rien et dis-moi tout ce qui te dérange. On veut pas se quitter, donc viens on s'arrange. Viens on s'arrange. Boursi tugal kusi bokul. Bokul yo. Men bay su xawé metti rek ñu ni doxul. Yaa may sa xarit yi fit ba ñuy wax sim sa baaxul. Sama xol laa la ubbil dara laa la nëbbul. Dara laa la nëbbul. Maa la bëgg yaa ma bëgg kon dañ koy kolo kolo. Kolo kolo. Problème yi diis na torop mat nay kilo kilo. Kilo kilo. Maa si dugg yaa si dugg kon dañ koy kolo kolo. Kolo kolo. Déglu seytaane mooy indi ay xulo xulo. Xulo xulo. Maa la bëgg yaa ma bëgg. Xol du fen mënu ma la wax lu dul dëgg. Maa la bëgg yaa ma bëgg. Ubbi naa sa buntu xol te soxlawu ma sax fëgg. Maa la bëgg yaa ma bëgg. Xol du fen mënu ma la wax lu dul dëgg. Maa la bëgg yaa ma bëgg. Ubbi naa sa buntu xol te soxlawu ma sax fëgg. C'est toi et moi on a cotisé. C'est mes paroles, pense pas que j'ai teasé. Nañ beaucoup le mec ak nakar. Crois en moi et si ça marche tu sors de Dakar. Toi et moi on a des projets. On parle de mariage. T'es la plus chevrée, je te préfère sans maquillage. Plume metti, nañ ko colo colo. Je préfère notre duo, je veux pas finir en solo. Jigéen ñi lu ñu bëri yaa ma doy. Jam naa la weccoo mais kenn melul ni yow. Nañ bàyyi rëy bi bu di lijjanti ku tooñ. Yaa wax dëgg yow yaa baax man ma bon. Maa la bëgg yaa ma bëgg kon dañ koy kolo kolo. Kolo kolo.
si dugu kon dañ koy kolo 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 déglu seytaane mooy indi ay xulo xulo Merci à la régie pour ces images. Et peut-être avant de passer au bulletin d'information, on va poser la question à notre invité. Quelle signification avez-vous voulu donner à Kolo Kolo dans cette œuvre-là? Alors, Kolo Kolo, c'est plus, on va dire, un langage de la rue, c'est le jargon de la rue. De base, ça signifie, comme M. Khan m'a dit, la débrouillardise. Mais dans ce sens, Kolo Kolo veut plus illustrer les difficultés dans un couple. Donc, dans une partie de la chanson, je dis « Lumu meti meti, denke kolo kolo ». Ça veut dire, peu importe les problèmes, chacun doit y mettre du sien et ne jamais abandonner. Donc, c'est le concept de Kolo Kolo, en fait. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir juste après le bulletin d'info. La résilience, le partage, la solidarité. C'est ça. Très positif comme message. Et on va poursuivre avec notre deuxième invité dans cette deuxième partie et ce sera tout de suite après ceci. On enchaîne avec notre deuxième invité, Siméon Cissé, donc Sims, qui est venu nous présenter son dernier clip Kolo Kolo, mais avec qui on pourra également reparler de sa carrière, de son début de carrière et de ses accomplissements déjà à son jeune âge en tant qu'artiste. Je te laisse la parole à lui. Et de comment il est devenu musicien. Comment il est devenu musicien aussi, mais après avoir il y a toujours un historique. Mais après avoir fait une petite enquête, cela ne nous a pas trop surpris. Papa étant musicien de même que maman, donc dans le berceau, déjà, il commençait à fredonner. Déjà, dès le berceau, là, il fredonnait un peu. Je pense que peut-être que c'est cet environnement-là, Sims, qui vous a influencé d'une certaine façon à embrasser la musique. Hein? Effectivement, donc on peut dire que je suis né dans une famille de musiciens. Donc, étant chrétien, j'allais souvent les dimanches, c'est-à-dire à l'église et tout. Donc déjà, j'ai beaucoup été influencé par les mélodies à l'église, c'est-à-dire des instruments, des voix. Donc ayant un père maître de chœur et joueur d'instruments aussi, ma mère aussi pareil, elle était dans la chorale. Donc c'est plus de là que par tout ce qu'il y a aujourd'hui, en fait, je vais dire. Effectivement. Et votre papa, Bernard Casimir Cissé, qu'on a plus à présenter au Sénégalais, il était véritablement l'une des chevilles ouvrières de l'organisation des élections ici dans notre pays. Souvent, il a été l'invité de Kenkeliba. Qui l'eût cru? Je ne savais pas qu'il était maître de chœur, donc de la chorale universitaire. Si. J'ai jamais su cela. De Saint-Dominique. Oui, exactement, de Saint-Dominique. Comment ils ont, disons, accueilli votre envie de faire de la musique? Naturellement, ils vous ont guidé. Bon, on va dire qu'au début, c'est-à-dire moi, comme mes frères, on chantonne beaucoup à la maison. C'est-à-dire on est très passionnés par ce qu'ils font. Donc il n'y avait aucun problème jusqu'à là. Donc je pense à... Quand j'ai commencé la musique, je n'ai pas forcément averti. C'est-à-dire, juste une petite anecdote, il avait bougé dans les régions. Donc j'avais sorti un son. Et maintenant qu'on est à l'heure du digital, le lien a tellement tourné qu'il a reçu le lien, c'est-à-dire. Et donc, au début, il était, on va dire, pas très content parce que je n'ai pas averti. Mais par la suite, je pense qu'il a compris que c'était une passion. Donc, il m'a encouragé. Et oui. D'autant plus que dans les études aussi, vous le rassuriez. Parce que les parents, c'est souvent ça le dilemme, quoi. Voilà, que les études aussi ne puissent pas partir de votre choix de carrière. Effectivement. Et il me répète beaucoup de ne jamais mettre un obstacle entre mes études et le choix de la musique. C'est-à-dire de tout le temps trouver un lien pour que demain ça me serve. Voilà, bien sûr, bien sûr. Laura? Oui, racontez-nous peut-être un petit peu l'historique. Du coup, à partir de quelle année vous avez commencé à pleinement vous consacrer à votre parcours musical? Alors, j'ai commencé en classe de seconde. J'étais au collège Sacré-Cœur. Donc ça a commencé avec des freestyles, un son, ça commence toujours comme ça. Donc c'est-à-dire mes camarades m'ont hypé, on va dire très tôt. C'est-à-dire ils m'ont dit que j'étais bon et tout. C'est-à-dire j'ai fait un son, 2 sons, 3 sons, mais juste dans le but de leur faire plaisir, on va dire. Au début c'était pas vraiment sérieux. Après j'ai fait une petite pause, on va dire, c'est-à-dire j'étais plus trop intéressé, on va dire. J'étais plus dans les études et d'autres choses. Mais par la suite, on va dire que la passion m'a rattrapé
Et depuis, on va dire, l'été 2022, c'est là que je me suis vraiment investi à fond. Je me suis donné les moyens pour maintenant faire des réalisations, un travail de qualité, on va dire. Et mine de rien, malgré ces débuts précoces, hein, vu votre très jeune âge, machallah, vous avez pu proposer à vos fans un album. Rares sont les artistes qui viennent vraiment avec un album, hein, déjà en poche. Ça, c'est un travail fastidieux que vous avez pu boucler. Quels ont été vraiment les moments décisifs dans votre jeune carrière avant la réalisation de cet album-là, quand on sait que ce n'est pas facile de pouvoir voilà, faire les deux, faire à la fois les études et puis suivre sa passion musicale, voilà, ça n'a pas été simple, j'imagine bien. Comment vous vous organisiez? Effectivement, ça n'a pas été simple. Comme je vous ai dit, il y a une longue période où j'étais en pause. Donc j'étais plus concentré, on va dire, dans mes études et sur moi-même. Donc la musique a été plus un échappatoire, on va dire. C'est-à-dire, quand j'ai repris la musique, j'étais souvent confronté, on va dire, à beaucoup de pensées, à certains problèmes. Donc la musique m'a vraiment aidé à m'évader, à être ce que je suis aujourd'hui. Donc, et pour l'album, donc, il y a 1 an jour pour jour. 9 morceaux, hein? Effectivement, il est sorti il y a 1 an jour pour jour, le 2 février, qui n'est pas une date au hasard, donc je vais un peu vous spoiler, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, bah, bon anniversaire! Mais joyeux anniversaire, hein? Joyeux anniversaire, hein? Merci On vous souhaite beaucoup. le meilleur, beaucoup de joie dans la vie, bonheur total, et une carrière pleinement accomplie. Merci beaucoup. Voilà, à la grande fierté de vos parents. Merci beaucoup. Donc, j'ai sorti ce projet qui s'appelle IRCM il y a 1 an jour pour jour. Et IRCM, c'est l'acronyme de Ils retiendront ce nom. Donc, après avoir enregistré beaucoup de sons, le hasard a fait que tous les sons que j'ai enregistrés, en fait, avaient une suite logique pour pouvoir faire édifice de projet. Donc, c'est là que j'ai appelé mon projet IRCM, Ils retiendront ce nom, qui est, on va dire, maintenant mon identité, ma marque de fabrique, et un défi pour moi. Et une promesse que dans quelques années, on entendra mon nom quelque part. Déjà, on l'entend déjà là. Hein, voilà. Touchons du bois. Hein? On va suivre un extrait Voilà. de votre travail. On va voir un petit peu aussi un peu de musique. Jim son mind, hein. De mes parents, je cherche juste la baraka. S'il est obscur, j'aurais pas besoin de barricades qui pourra me stopper. Aucune barrière percée, ils boiront du vin dans des barriques. De bas, je suis pas là pour des pépettes. Dans le rap, je suis une pépite réelle. Pour mes bros, je peux prendre perpète. Ils sont nuls dans le rap, bon qu'à papoter. Je suis un goût différent. Le rat dit leur papy, je suis content. Quand ma chérie me fait des papouilles, donc lui rend des papillons, donc lui rend des papillons. Un jour, vous verrez que je suis béni. Tout va mal, mais demain, tout ira béni. Demain, tout ira béni. L'aigle et l'oiseau ont tous des ailes, mais pas le même potentiel. Si tu veux que je te marie, j'aimerais que tu sois comme ma mère, ma belle. Si tu veux qu'on se mette bien dans ton camp et la balle. Je suis l'homme, j'assumerai mon rôle et je porterai mes boules, hein, gang. Un bâtard, hey, je maîtrise canon scié. L'approche, la découpe, la passe à tabac. Je la force à ceux qui m'aiment, pas les couilles de ceux qui m'aiment pas. 20-22, le 11, c'est inclassable. Je la même équipe qu'au Bacassa. Y'a trop de jaloux qui voudraient m'atteindre, y'a trop de jaloux qui voudraient ma peau. Mais je reste concentré et je suis focus sur moi et mes pesos. Y'a trop de jaloux qui voudraient m'atteindre, y'a trop de jaloux qui voudraient ma peau. Mais je reste concentré et je suis focus sur moi et mes pesos. Si la dark prie pour moi, j'ai pas besoin de chance. J'ai la foi en moi donc je rappe et je chante. Faut que la chance et la poisse. À mes produits en cible, je ferai la passe pour marquer mon territoire sur la con que je pisse. Ouais. Pour marquer mon territoire sur la con que je pisse. Ouais. Je cherche que la baraka. Car la baraka me donnera des baraqueux. Il faut que ma vie change. Très beau clip. Et là, on vous voit dans le rap. Hein. Les rythmes, l'écriture, le style. Hein. Vous voyez l'intérêt des études. Hein. Donc c'est ce que votre père souhaitait pour vous. Effectivement. Effectivement. Alors, Ibou. Concilier les deux, c'est toujours possible, parce que dans tous les cas, la musique, c'est une forme d'école, et l'école institutionnelle ne s'oppose pas. C'est du colo-colo, comme on dit. Effectivement. Je suis ravi. C'est pourquoi je m'interpelle sur la monétisation. J'espère que vous n'allez pas faire comme certains qui ne cherchent pas à développer la monétisation de leur œuvre d'art. Parce que c'est une création, en fait. Et une création, c'est un droit. Un droit, on peut le fructifier.
Parce que plus vous aurez de moyens logistiques, financiers, ça vous permet de développer beaucoup plus une entreprise commerciale à travers la musique. Quel est votre plan de monétisation? Est-ce que ce serait exclusivement sur YouTube ou vous avez d'autres canaux que vous avez essayé de voir pour pouvoir fructifier votre travail? Ok, donc en ce moment, il faut savoir que je travaille en indépendant. Je ne suis pas signé dans un label. Donc par rapport à la monétisation aussi, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc je sais un peu comment ça marche. Mais pour l'instant, on va dire que je n'ai pas fait une fixette sur cela, vu que je suis plus dans un début de carrière où je cherche à me faire connaître, où je cherche de la visibilité. Je suis très concentré dans mon travail, donc, mais je fais beaucoup de recherches par contre sur cette monétisation pour demain que ça ne me surprenne pas quand même. Parfait, oui, effectivement. Vous avez raison. Colo, colo. Non, mais vous êtes bien couvé, quoi. Je pense que voilà, vous ne serez point arnaqué parce que quand même, voilà, je connais un peu votre père. Voilà, c'est un homme très méticuleux, à cheval sur le texte et tout cela. Mais comme il est bon, comme l'a dit Ibou aussi, hein, très tôt de s'entourer de toutes les garanties et d'avoir, pourquoi pas, un manager, ça, vous l'avez déjà, je crois bien. Oui. Voilà, d'avoir un manager et tout cela, quoi. Parce que vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Absolument. Il y a beaucoup d'artistes, en tout cas, qui l'ont essayé, mais après, ils sont un peu perdus dans l'environnement parce que c'est un peu compliqué. Alors, on a vu que là, si vous êtes un peu dans le style rap R&B, quels sont les autres genres également que vous explorez dans votre musique, quoi? Parce que vous avez la chance aussi, avec les études, d'avoir peut-être un esprit beaucoup plus large, un esprit d'ouverture beaucoup plus large, et que cela, quand même, finalement, c'est un atout majeur pour un jeune artiste. Effectivement, donc on va dire que je suis ce type d'artiste qui ne se fixe pas de limites. Vous chantez en Wolof, naturellement. Effectivement. En séeréer, j'imagine bien? Pas encore. Non, pas encore. En français, pas encore. Et en anglais, ça aussi, c'est... Pas encore, ouais. Voilà, que d'atout déjà pour vous. Effectivement, donc je suis un artiste qui ne m'impose aucune limite. Je suis ouvert à tout genre de musique. Et on va dire que ma vision dépasse plus que ce que je ne suis en train de faire actuellement. Donc j'ai cette chance peut-être de parler français et d'avoir étudié l'anglais. C'est bien. Parce qu'on peut savoir que souvent, en tout cas parfois, le Wolof peut être une barrière linguistique pour s'exporter. Certains l'ont réussi, ce n'est pas du tout impossible, comme un Youssou N'Dour, un Fada Freddy, ils l'ont très bien réussi. Donc moi peut-être j'ai cette chance déjà de parler un bon français. Donc déjà avec Colo Colo, j'ai essayé de toucher aussi le public sénégalais parce qu'auparavant, je n'avais pas fait de son en Wolof, je ne faisais que des sons en français. Donc, ouais, c'est comme ça. Donc, ma vision serait plus quand même d'exporter cette musique parce que je pense que mondialement, si je prends un exemple, les Nigériens par exemple, ils sont très bien placés dans l'industrie mondiale et surtout aux États-Unis. Les Congolais sont aussi très bien placés dans cette industrie française. Et ce n'est pas qu'un Congolais, ils sont une dizaine et ils ne sont pas les derniers, ils sont vraiment les premiers. Les Ivoiriens récemment aussi avec Didi B, donc commence à se frayer un passage. Et on va dire que ça a créé une certaine frustration en moi, dans le sens où je me dis que le Sénégal a tout pour être premier demain sur cette culture musicale. Okay. Ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Hein? Sims, on vous souhaite une bonne suite de carrière. Merci beaucoup. Que vous puissiez revenir ici, pourquoi pas avec un disque d'or. Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi. Merci beaucoup. Alors, on consacre les dernières minutes à notre premier invité, Seydina Issa Sow, hein, le BDIS, alors, qui vient nous présenter Sadio, donc le bois des anges, hein, en référence bien sûr à notre Nyancho national, hein, Sadio Mané, qui va certainement nous valoir encore d'autres satisfactions avec d'autres trophées pour le Sénégal. Alors, mais dans la première partie, avant de conclure, on était revenu sur un peu la place de la bande dessinée dans la littérature africaine, sénégalaise. Aujourd'hui, comment vous trouvez cette place-là? Je pense que quand même, vous auriez pu avoir plus, avec davantage de soutien, bien sûr, des éditeurs. Oui, bon, là, on peut dire que la bande dessinée, en tant que livre relié, ce n'est pas un secteur très développé, parce que ce fut un temps, il y avait des œuvres comme Gorgorlou avec Tété France. Ouais, Tété France, n'est-ce pas? Il y avait aussi L'ombre de Boembellar, je ne sais pas si vous... Oui, bien sûr, Boembellar, oui, c'est ça. Voilà, à ce moment-là, il y avait des livres reliés. Mais depuis lors, il y a un gap de peut-être entre 20 et 30 ans
où, bon, moi en tout cas, je n'ai pas vu de livre de bande dessinée reliée sénégalaise. Par contre, la bande dessinée avait pris une tournure, bon, disons, voilà, il s'était tourné vers... Les artistes se sont tournés vers les dessins de presse, vers les caricatures. Alors là, ce secteur-là... Ça s'est développé un peu plus. Voilà, ça se développe un peu plus avec les caricatures et tout. Mais il y avait un gap pour la bande dessinée en tant que livre relié. Ce qui fait que, bon, là, actuellement, le marché de la bande dessinée, bon, c'est pas comparable, en tout cas, avec ce qu'on peut retrouver en Europe ou aux États-Unis ou au Japon. Mais quand même, là, il y a une conscience qui est en train de s'éveiller. Il y a des jeunes talents qui sont vraiment déterminés à sortir leur œuvre. Et voilà, nous les accompagnons également dans ce sens, en tant que, voilà, bon, avec l'expérience qu'on a pu accumuler. Voilà. Mais avec quand même l'espoir que les acteurs qui tournent autour de ce secteur, à savoir les maisons d'édition, les librairies, puisque c'est eux qui font la distribution. Bon, il y a également les autorités, n'est-ce pas, les ministères. Il y a le fonds de l'édition. Il y a le fonds de l'édition aujourd'hui au Sénégal. Tout à fait, tout à fait. Je pense que si tous ces acteurs-là jouent bien leur rôle, il y a énormément de choses à faire. C'est ça. En tout cas, vous avez un boulevard pour la bande dessinée. Et prochainement, peut-être l'adaptation de Sadio à la télé. Ah, pourquoi pas? Mais je pense que ça serait intéressant parce que l'histoire est très intéressante en tout cas. On vous remercie d'avoir été avec nous ce matin, Seydina Issasso. Donc Sadio est disponible aux éditions Saraba. On remercie aussi Sims d'avoir été avec nous ce matin. Donc, on pense qu'aujourd'hui, tout le monde va aller streamer IRCN, n'est-ce pas, sur les plateformes. Merci à Ibou également d'avoir été avec nous sur le plateau pour la CAN décalée. Merci à Lunda Darakan. Merci pour cette semaine. Et puis on se retrouve, Inch'Allah, à partir de lundi. Pour fêter la victoire des requins bleus. On espère. Ah oui. Les derniers représentants du Sénégal. N'oubliez pas les requins bleus demain. Merci à toutes les équipes de la RTS qui nous ont suivis toute cette semaine et à vous tous qui nous regardez du lundi au vendredi. On se retrouve lundi, Inch'Allah. Quand j'étais petit, je voulais être Lionel Messi. Claquage, tu connais, maintenant je suis dans la musique. Je suis en fou dans ma tête, mais je maîtrise. Gros, prépare comme ça, les matrices. Tes sons et matrices, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas qu'on me vole. Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'on me touche le cheveu. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas les caches. Qu'est-ce que j'aime pas? Voir gagner Paris. Qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime bien tous mes potes. Qu'est-ce que j'aime bien? Mes sons, on la chose. Qu'est-ce que j'aime bien? Voir gagner le Barça. Qu'est-ce que j'aime ma petite sœur Laetitia? Qu'est-ce que j'aime pas? Perdre de l'argent. Qu'est-ce que j'aime pas? Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.